Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre toute dernière émission avant les vacances. Alors au programme, l'actualité évidemment avec le tout dernier lancement d'Ariane 5 qui nous laisse déjà nostalgiques des succès européens. Et puis toujours dans votre call actu, on va parler matière noire avec le lancement le week-end dernier de la mission européenne Euclide qui pourrait bien révolutionner la science. Pour en parler, nous aurons un entretien avec le chef de projet en exploitation d'Euclide côté CNES. Et puis, dans votre talk, bilan des assises du New Space qui se tenait à Station F cette semaine. L'occasion pour nous de faire un état des lieux du New Space français et européen avec nos invités Pierre-José Billotte, fondateur des assises du New Space, et Cécile Riac, députée du Val d'Oise. Voilà pour le programme, décollage. Top, allumage moteur Vulcain. Allumage 2EAP, décollage. Dernier voyage réussi pour la fusée Ariane 5, un 117e et dernier vol au départ du centre spatial guyanais qui a placé en orbite le satellite de communication militaire français Syracuse et un satellite expérimental allemand. 27 ans de service conclus en beauté cette semaine pour le lanceur européen avec un taux de fiabilité de 98,4%, le plus haut sur le marché. Ariane 5 aura placé l'Europe au sommet du secteur spatial pendant 30 ans. Le lanceur aura accompagné dans l'espace les plus grandes missions européennes comme Rosetta, Galileo ou encore le télescope James Webb. Et aujourd'hui, le lanceur laisse un grand vide qu'Ariane 6 va tarder à combler, laissant l'Europe sans solution souveraine d'accès à l'espace pendant encore de longs mois. Autre actualité, ce week-end, le télescope Euclide a décollé à bord d'une fusée SpaceX sous maîtrise d'œuvre de Thales Alenia Space. Le télescope conçu par Airbus et plusieurs contributions, notamment françaises, avec le laboratoire du CEA, doit explorer la matière noire. C'est un événement dans la communauté scientifique et nous allons essayer de comprendre les enjeux de cette mission avec Pierre Cazeneuve, chef de projet en exploitation d'Euclide au CNES. Bonjour Pierre, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Alors Euclide, c'est un télescope. C'est quoi précisément l'objectif de cette mission et puisqu'on parle de matière noire, ça paraît assez surprenant de parler de télescope. Donc le télescope Euclide, c'est effectivement un télescope avec un miroir primaire de 1,20 m de diamètre et deux instruments, un instrument, un imageur dans le visible et un imageur et spectromètre dans le proche infrarouge. Et donc, en fait, la matière noire, qu'est-ce que c'est? C'est dans le modèle cosmologique standard de représentation de l'univers, la matière qu'on voit, toute la lumière qu'on voit des différentes galaxies dans le ciel, elle représente uniquement 5% de la composition complète de l'univers. Pour réussir et pour respecter toutes les lois d'Einstein, de relativité générale et de la gravitation, on estime qu'il y a dans l'univers 25% de matière en plus qu'on ne voit pas et 70% d'une énergie qui explique l'expansion de l'univers qu'on ne voit pas aussi et qu'on appelle l'énergie noire. Donc l'objectif d'Euclide, c'est de venir essayer en cartographiant un tiers du ciel, de venir essayer de déterminer la répartition de matière noire et la quantité d'énergie noire dans l'univers. Et alors, on est toujours en recherche de savoir définitivement de quoi serait composée cette matière noire. C'est une réponse qu'on pourrait obtenir avec la mission Euclide ? On pourrait obtenir, la mission principale dans la Core Science, c'est vraiment de venir quantifier la quantité de matière noire, faire une carte en 3D sur les 10 derniers milliards d'années de l'histoire de l'univers, de vraiment venir faire cette carte de l'univers pour en venir en déduire la répartition et l'évolution de la matière noire, plus que de vraiment la voir. On ne verra pas la matière noire, on pourra peut-être affiner la définition et ce que ça en est, mais vraiment l'objectif principal est de faire cette cartographie sur les 10 derniers milliards d'années pour en déduire la répartition.
On parle de révolution spatiale, scientifique. On en parlait déjà pour James Webb. Qu'est-ce qui change ici? Qu'est-ce que ça peut vraiment apporter à la science de si révolutionnaire peut-être? L'apport d'Euclide, en plus de cette recherche autour de la science cœur, de la cosmologie, de la matière noire et de l'énergie sombre, c'est vraiment ce relevé qui va être fait d'un tiers du ciel. Ça représente 15 000 degrés carrés. C'est 1000 fois plus que tout ce qui a été fait dans le proche infrarouge jusqu'à aujourd'hui. En une semaine, on va cartographier l'équivalent de 30 ans de Hubble. Donc on est vraiment sur une quantité d'observations qui n'a jamais été fait en astronomie avec cette telle précision, avec le télescope Euclide qui est très précis dans ces images, avec des très grands imageurs. En une seule image, on fait 0,5 degrés carrés, c'est à peu près 2 fois la taille de la pleine lune. Et donc, en plus de cette core science, il y a vraiment tout ce qu'on appelle l'héritage Euclide, toutes ces images qui vont être prises, qui vont permettre de découvrir, on l'espère, aussi beaucoup plus de galaxies très anciennes, des quasars très anciens, et qui par contre pourront être aussi observés via Hubble, via le James Webb télescope ou via des télescopes au sol, ensuite sur des temps d'observation beaucoup plus longs pour venir les étudier beaucoup plus en détail. Mais vraiment l'apport d'Euclide pour la communauté astro en général, c'est vraiment ce survey avec un tiers du ciel de cartographié. Ce qui paraît assez conséquent. Alors, cette mission, elle est européenne, je l'ai dit, mais il y a une participation assez multiple. Il y a la NASA, il y a des laboratoires français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'organisation de ce projet et puis surtout sur le temps de préparation qu'il a fallu pour mener à bien? Parce que nous, on découvre souvent les missions au moment où elles décollent. En réalité, elles sont bien plus vieilles. Tout à fait. Donc, le projet, c'est un projet ESA dans le cadre du programme Cosmic Vision, qui est le programme des programmes scientifiques de l'univers. Cette mission, elle a été sélectionnée en 2011 pour un début en 2012. Donc, on est sur un développement qui a duré 10 à 11 ans. La mission en elle-même, elle durera 6 ans, plus 1 an et demi de processing à la fin pour retraiter toutes les données. Donc, en plus de l'ESA, on a comme partenaire, donc il y a un partenaire, la NASA est partenaire puisqu'elle a fourni les détecteurs infrarouges et les instruments et le segment sol de traitement sont fournis par un consortium de 17 pays, dont la France et l'Italie, qui sont les deux pays les plus importants dans le consortium, qui viennent fournir donc les deux instruments et toute l'informatique qui vient traiter les données et venir chercher via le processing à résoudre les questions d'Euclide. Donc on est sur un projet très compliqué avec à la fois de l'ESA, 17 pays membres, la NASA et de la coordination entre tous ces membres. Alors, la mission a décollé avec SpaceX ce week-end. C'est dû à l'absence de lanceur aujourd'hui. On l'a annoncé, hein. On a même montré les images du tout dernier vol d'Ariane 5 cette semaine. Vega ne peut pas voler non plus pour l'instant. Elle va reprendre certainement du service bientôt. C'est la première fois qu'on envoie une mission européenne avec un lanceur non européen? Oui, c'était le premier lancement ESA d'un satellite ESA sur une Falcon 9. C'est effectivement dû à l'origine, on devait être lancé sur une fusée Soyouz depuis Kourou. Il y a eu, suite au conflit Ukraine-Russie, on a été ensuite pendant un temps sur Ariane 6. Et du fait des retards planning et du fait que le satellite était prêt, il a été décidé de finalement qu'on parte sur Falcon 9. On en discutait avec le chef de projet. Dans tous les cas, la campagne de lancement a été spécifique pour l'ESA, très différente de ce qu'ils ont l'habitude avec Ariane Espace. Et l'indépendance de l'accès à l'espace reste clé. Et à l'avenir, il sera beaucoup plus agréable de lancer sur les fusées Ariane 6 qu'on attend avec impatience. Bien sûr. Ça change quoi pour vous? Est-ce qu'il y a une question de propriété intellectuelle, par exemple, d'emmener une technologie européenne sur le territoire américain? Enfin, ça change quelque chose à votre niveau? Alors, pour nous, ça n'a pas changé. Le satellite, c'était un satellite de recherche, donc il n'y avait pas eu trop de problèmes. Le principal impact, c'est surtout que toutes les équipes de la campagne de lancement étaient européennes et donc ils n'avaient pas forcément accès à tous les bâtiments et à tous les lieux
au Kennedy Space Center. Donc pour la campagne de lancement, ça a été un problème. Et oui, ça a été la plus grosse problématique au moment de la campagne, avec les méthodes de travail à adapter avec SpaceX. Alors aujourd'hui, lancement réussi. La prochaine étape pour Euclid, c'est quoi ? Alors en ce moment, on est en train de faire ce qu'on appelle le commissioning, donc on allume tous les éléments, tout se passe très bien. Dans une semaine, on va allumer les instruments, prendre les premières images du ciel, mais entièrement défocusées, donc le télescope les premières images seront floues. Et le vrai début, puisqu'on est encore en train de se déplacer vers le point de Lagrange L2, on va à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc on arrive au point de Lagrange L2 vers la fin du mois de juillet. Et le début de la recette en vol et vraiment de la calibration des instruments, qui va durer 2 mois, est prévu tout début août, donc pour se terminer début octobre. Et on espère les premières images pour le public et montrer les capacités d'Euclid autour du mois de novembre, le temps de tout traiter. Novembre 2023. Donc merci beaucoup Pierre Cazeneuve, chef de projet en exploitation d'Euclid au CNES, d'avoir pris le temps de répondre à notre call actu. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart. Le nouveau rendez-vous du secteur spatial français dédié aux acteurs s'est tenu cette semaine à Paris. Investisseurs, start-up, industriels et décideurs se sont rassemblés à Station F. C'est l'occasion pour nous de faire le point sur l'évolution du New Space en France et en Europe depuis les toutes premières assises du New Space l'année dernière. Pour cela, nous avons avec nous Pierre-José Billotte, fondateur des assises du New Space. Bonjour, bienvenue. Bonjour Cécilia. Dans Smart Space. À vos côtés, Cécile Riac, députée du Val d'Oise et membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et aussi coprésidente du groupe d'études aéronautiques et espace de l'Assemblée nationale. On va revenir sur ce sujet ensemble. Bienvenue Cécile Riac. Bonjour, sur Cécilia. Le plateau de Smart Space. Alors d'abord les assises. Après 2 jours de rencontres, quel bilan, Pierre-José Billotte ? Alors, le bilan pour les organisateurs, je rappelle que quand même, c'est très important, on a une organisation particulière, les assises sont dirigées par un collectif d'acteurs, 17 organisations représentatives du spatial, il faut le dire, parce que c'est ça qui définit la stratégie de l'événement, oui. Et les contenus. Donc c'est très important, c'est inhabituel, c'est un cas particulier. Et ensuite, on a une agence événementielle qui, elle, fait le travail, on va dire, opérationnel. Oui. Voilà. Donc le bilan, on ne l'a pas encore complètement tiré, et on en fera un débriefing fin août. C'est la prochaine date du collectif. Le collectif est en vacances pour la partie collective depuis aujourd'hui. Oui. Mais on a déjà quand même des indications quand même très intéressantes. Alors il y a un bilan, on va dire, il y a un bilan en général, à titre personnel, c'est mon expression. Oui. Je dirais 2022, c'était la date, c'était l'année de l'émergence d'un événement sur lequel on pouvait parfois s'interroger. Évidemment, c'est une première. C'est une première, on s'interroge. Je pense que l'année 2023, c'est vraiment la confirmation que les assises sont devenues un lieu incontournable pour parler du New Space. Et tout le monde était là ? Alors, il y a eu, on va dire, 2 grandes évolutions. Une évolution qualitative, et là, le niveau a monté de 2 étages par rapport à l'année dernière. Tous les décideurs publics étaient là, que ce soit dans le domaine civil, dans le domaine militaire, qui était extrêmement présent. Le CDE était là, l'AID était extrêmement présente, les patrons de ces organisations étaient là. Le commandant en chef du CDE était là, le patron de l'AID était là, la DGA était représentée à très haut niveau, etc. Donc l'AID avait un stand sur place, donc c'est des militaires extrêmement présents. Au niveau des décideurs publics, le patron de BPI était là, le patron de la DGE était là, enfin je veux dire, on a vraiment le patron de directeur général de Super Héros était là, enfin bref, dans le domaine public, on a vraiment tous les décideurs étaient importants, étaient là. Voilà. Oui. Et les industriels, les acteurs, les évidemment, ça c'était la force, on va dire, déjà de la première édition, mais là aussi on est monté, j'allais dire, de 2 étages. Si on prend l'exemple du village de Spacetech, qui est un des points forts, et de mettre en avant, on va dire, l'essor et le désir entrepreneurial dans le spatial de la France. On avait 20 Spacetech l'année dernière, on avait un objectif d'en avoir 40. Bon, et on est obligé d'en mettre 45. Donc ça dit tout dans un contexte qui était quand même pas le plus simple non plus, parce qu'il y avait beaucoup d'événements autour de ça. Donc je dirais sur le plan qualitatif, aussi les décideurs publics, les militaires, et puis aussi, on va dire, la relation qu'on a débutée avec les parlementaires.
parlementaires qui ont été très très présents, et ça c'est une formidable nouvelle pour tout le monde, pour les parlementaires et pour les industriels. Alors effectivement, vous avez assisté vous aussi, Cécile Rilhac, aux assises du New Space, et vous n'êtes pas venu seul, vous avez embarqué avec vous vos collègues parlementaires à l'Assemblée nationale. Alors racontez-nous, quel était l'objectif de cette visite? C'est quoi, l'acculturation? Complètement. C'est quand j'ai été nommée coprésidente du groupe d'études aéronautique et espace. Donc je suis coprésidente avec une collègue qui est Christine Arrigui, députée de Haute-Garonne. Déjà toutes les deux, on a fait le choix de séparer nos missions. Christine Arrigui s'occupe de l'aéronautique et moi, beaucoup plus de l'espace. C'est un vrai choix, et je vous avoue que c'est un choix qui vient de ma part, parce que j'ai, depuis le début de ce nouveau mandat, souhaité faire du spatial l'un des objectifs de ce mandat. Et donc, de rencontrer et que l'espace prenne une place importante dans les décisions politiques, parce que j'ai été déjà parlementaire en 2017. Je me suis rendu compte que la décision politique n'était pas forcément entendue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de partenariat particulier dans un domaine aussi important, stratégique que l'espace. Donc on s'est rencontrés d'ailleurs très très vite avec énormément d'acteurs. Pierre-José, on s'est rencontrés tout de suite après le rapport que vous avez sorti suite aux premières assises. Sur ce rapport. Et dans ma volonté de vouloir acculturer mes collègues parlementaires, mais aussi mes concitoyens, eh bien, il est paru une évidence qu'il fallait que, quelque part, je me démène, justement pour créer moi aussi des événements et donner envie aux parlementaires de s'intéresser non pas que à l'aéronautique, mais aussi à la spécificité de l'espace. Et c'était une belle occasion, les assises du New Space. Ça nous a permis d'organiser à l'Assemblée nationale une soirée en marge, avec le soutien de la présidence de l'Assemblée nationale, donc Yaël Braun-Pivet, qui nous a mis à disposition l'hôtel de la Sey pour que justement plus d'une centaine de participants, et comme vous l'avez dit Pierre-José, tout le monde était représenté, le CNES, l'ESA, la DGA, la DGE, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, le commandement de l'espace. Donc, mettre dans une beaucoup d'entrepreneurs. Et beaucoup, bien entendu, le New Space. Sophie Primas, ma collègue sénatrice, parlait du First Space. Moi, j'aime bien de parler aussi, on va dire, peut-être des acteurs historiques. Mais voilà, tout le monde était présent. Le Sénat était présent, le Parlement européen était présent, et mes collègues parlementaires. Donc, en effet, en une année, nous avons réussi à mobiliser. Alors mobiliser, c'est aussi le travail que vous avez mené tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'il y a eu le top départ des assises du New Space et puis ce premier rapport, on va y revenir, qui a été préparé, et puis tout au long de l'année, vous étiez déjà revenu dans Smart Suisse pour en parler, vous avez présenté ce rapport à différents acteurs, donc ça c'était aussi ce travail de mobiliser. Oui, si vous voulez... Le collectif, c'est une histoire singulière dans l'histoire industrielle. Moi, j'ai une petite histoire maintenant qui commence à avoir quelques années derrière moi dans la tech et dans les nouvelles technologies. Je l'ai dit d'ailleurs au cours des assises, derrière tout ça, il y a un collectif. Ce collectif, c'est une sorte de think tank, j'allais dire, de nouvelle génération, au sens où il n'est pas là pour dire... On sait, et vous ne savez pas, et on va vous le dire, mais on sait, mais avec notre savoir, on va organiser le moyen pour que les gens puissent s'exprimer. Et ensuite, nous, on va faire la synthèse de ça. Et deuxièmement, on n'est pas seulement des gens qui publions le rapport, on est des gens qui essayons d'agir derrière. Et les assises, c'est une stratégie d'action de ce collectif pour faire quoi ? Pour atteindre l'objectif qui était au départ, qui était de dire, il y a 2 ans, je discutais avec Philippe Baptiste, il me dit, il y a 2 ans, il n'y avait rien. Et je lui dis, il y a 2 ans, on ne parlait pas de New Space en France. Et l'objectif, c'était d'imposer à un agenda spatial historique, quand même, cette thématique, et pas de l'imposer avec des coûts ponctuels, mais de faire un travail de fond permanent. Ça revient à ce que vous venez de dire, permanent par des actions très concrètes, d'accord, pour imposer cette thématique dans l'agenda spatial, pas ponctuellement, mais dans le temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle les assises est un rendez-vous annuel, et derrière, le rapport a, je dirais, été produit, et le rapport est un instrument qui nous a permis de faire un travail, on va dire, régulier, pour continuer à discuter entre 2 assises de ce qu'il est nécessaire de faire pour mettre le spatial français de demain et d'aujourd'hui, je dirais, au devant de la scène. Est-ce que ça fonctionne ?
Ça, c'est l'histoire qui le dira. On a une première année de parcours, une première année où on parle du New Space, où vous portez ces acteurs, où cette coalition s'est formée. Est-ce que ça fonctionne ? Moi, je pense qu'il y a deux niveaux. D'abord, il y a le niveau, je dirais, d'avoir imposé physiquement, j'allais dire, le New Space dans l'agenda. Voilà, ça c'est fait, on va dire, et les assises sont devenues incontournables. Tout le monde le dit. Même François Chopard, qui est le président de Starburst, que vous connaissez, il a dit, idéalement, il faudrait organiser des assises tous les mois. Bon, alors évidemment, c'est pas possible, mais c'est montré que, je dirais, c'est devenu, tout le monde reconnaît que c'est la nécessité pour vraiment faire avancer les choses. Le rapport, lui, je dirais, il a mis ensemble de thématiques au-delà des assises. Les assises, c'est ponctuel, mais le rapport, il fixe un certain nombre de thématiques qu'on considère comme essentielles. Et ensuite, nous, on fait un travail dessus. Donc, on a rencontré beaucoup d'acteurs publics et privés, et on constitue des groupes de travaux. Il y a des binômes qui vont se mettre en place sur les propositions qu'on considère prioritaires, et on continue notre travail en permanence. Vous l'avez dit l'année dernière, il faut aller vite. On n'a pas le temps d'attendre. Est-ce que vous avez vu cette accélération, vous aussi, au regard de l'Assemblée nationale ? Quand on a préparé l'émission, on parlait de cette méconnaissance des budgets, et par exemple, la nécessité de financer, et c'est très important, on va le répéter ici, mais c'est très important de prendre la mesure du financement nécessaire pour faire avec le New Space. Est-ce que vous voyez une accélération, vous ? Alors, l'accélération au niveau politique, on l'a, elle a été déjà d'ailleurs annoncée au moment de l'IAC en septembre par la Première ministre, avec cette annonce donc de 16 milliards. Là, on voit bien que dans la loi de programmation militaire, il y a également une volonté d'investir. Donc là, c'est l'activité duale du spatial, plutôt dans le domaine justement de la défense. Donc on voit qu'il y a une volonté. Accélérer, je ne sais pas. Ouais. Voilà, moi, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagée politiquement sur cette thématique-là, parce que on a besoin de cette accélération. Et ma crainte, c'était justement à la fin de mon premier mandat, je voyais pas justement cette prise de conscience que on avait loupé. On va être très honnête, on a loupé quelques petits virages, on a loupé justement quelques décisions. Et là, c'est pas que le politique, les industriels et peut-être aussi, en fait, tous les acteurs français et européens, parce qu'on travaille dans ce partenariat-là, on a peut-être en effet loupé quelques petites choses. Le problème, c'est qu'on peut plus se permettre aujourd'hui de louper un virage, de prendre la mauvaise trajectoire, et donc il faut accélérer. Le domaine de l'espace a besoin d'agilité. Et aujourd'hui, on se rend compte, en tout cas au niveau de l'organisation spatiale française et européenne, que cette agilité, cette prise de décision, eh bien, nous ne l'avions peut-être pas. Donc là, c'est la parlementaire que je suis. Il y a deux choses dans mon mandat: contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. En termes de politique publique spatiale, on a peut-être en effet des programmes budgétaires, mais politique publique spatiale, à mon sens, ça n'existe pas. En tout cas, je n'ai pas vraiment trouvé la définition. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être se poser la question. Est-ce que nous avons une stratégie spatiale française ? Autant... Ce serait quoi la politique publique spatiale ? La réponse, elle a été apportée, si je peux me permettre, Cécile, la réponse, elle a été apportée pendant les assises. Des personnalités de très haut niveau ont dit qu'il n'y a pas de stratégie spatiale en France. Donc France 2030, d'ailleurs, cette semaine, Bercy a présenté en public ce programme France 2030 en rappelant les appels à projets qui ont été menés. Oui, mais ça, c'est pas une stratégie spatiale nationale. Ça, c'est, comme le dit Cécile, c'est une composante d'une stratégie qui n'a pas été définie. Mais on a dit qu'il faut de l'argent, donc on met de l'argent. Mais ça, c'est pas une stratégie. Mais de l'argent, c'est nécessaire, mais c'est pas une stratégie. Et ceux qui sont exprimés là-dessus, ce sont des, je le dis, je vais pas les citer, mais c'est des personnalités de premier rang dans ce domaine spatial en France, dans le secteur public, pas dans le domaine privé. C'est quand même très rare. C'est pour ça qu'il fallait absolument être là. Mais si vous voulez, ça quand même, peu importe les gens qui sont exprimés, l'important c'est ce qui a été dit. Ça, c'est important. On rebondit sur l'enjeu d'une des propositions qui est le Conseil national de l'espace, dont l'objectif serait justement de définir cette stratégie nationale spatiale. Elle n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a plein de choses qui sont intéressantes qui sont faites. L'accélération, elle est, on va dire, j'ai apporté un début de réponse, on a un début d'accélération. Voilà ce que je dirais si je voulais être... C'est vrai qu'il y a plein de choses, il y a plein de briques qui se mettent en place, et les assises... On a vu des levées de fonds, par exemple, parce qu'on peut parler financement, et alors là, il y a un rôle public, évidemment, mais il y a aussi un grand besoin d'aller chercher des fonds privés, c'est important. On a vu des fonds publics se mobiliser
cette année notamment, on a des levées de fonds en seed, en pré-seed, mais on a encore du mal à voir des grosses sommes se débloquer pour les startups. Ça a été une thématique, c'est un fil rouge des assises. Vous le savez, c'est une thématique que nous on porte, qu'on rabâche, parce qu'il faut le faire. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est juste sur ce qu'on appelle l'early stage, c'est-à-dire les levées de fonds de très tôt, je dirais. Aujourd'hui, on arrive à faire le boulot, on va dire ça comme ça. Mais dès qu'il y a eu des belles séries B, c'est-à-dire, il faut le dire pour les téléspectateurs, on est sur des montants de 30, 40, 50 millions d'euros. Donc ça, c'est très bien. Exotrail, Quantcube l'ont fait, elles étaient en avant-première dans la plénière. Mais après, le problème, c'est ce qu'on appelle le late stage, c'est-à-dire les séries C et D, où là, ces acteurs auront besoin, pour les plus légères, de 50 millions à nouveau, mais pour les plus lourdes, de 150 millions ou de 100 millions. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une entreprise, on va dire normale, qui a fait une série B, elle doit lever 150 millions d'euros en France, aujourd'hui, elle ne peut pas le faire. Voilà. Donc, ni en Europe, a priori, pour l'instant. Alors l'Europe, je connais un peu moins bien le sujet, mais sur la France, aujourd'hui, elle ne sait pas le faire. Donc aujourd'hui, on a des fonds publics. Vous l'avez dit, France 2030, ça fait partie, il y a BPI qui intervient, etc. Vous l'avez dit, le vrai sujet, c'est le manque de ce qu'on appelle la contrepartie privée dans le financement. C'est-à-dire, vous l'avez dit, les fonds privés. Les fonds privés, il y en a deux. Mais aujourd'hui, dans le meilleur des cas, au mois de septembre, ils auront 150 millions d'euros à eux deux. Je parle de Carista et d'Expansion. D'accord, 150 millions. 150 millions, ça ferait une seule levée de fonds de série C. Et après, ils n'ont plus d'argent. Et alors, la solution, ce serait peut-être, pour pousser les investisseurs, d'avoir une politique, une stratégie française en front commun, en fait. Là, c'est là où, en effet, le politique rentre en action. Parce que si on a des trajectoires qui sont très claires, ça permet aussi, donc, derrière, à nos tissus, qu'ils soient industriels ou émergents, de pouvoir, en fait, aussi se dire, bon, là, il peut y avoir de la commande publique derrière, il y a un intérêt de l'État, et donc ça peut permettre donc, de créer des dynamiques, et donc d'avoir des visions à 10-15 ans. Ça permet aussi, on va prendre un acteur incontournable dans le milieu spatial qui est le CNES. Lorsque vous avez cette structure qui, on va dire, subventionne des jeunes pousses, des startups, mais qui aussi s'inscrit dans des programmes industriels, c'est un label. Il faut aussi qu'en France, on s'appuie sur cet opérateur très connu en fait dans le monde de l'espace, mais complètement inconnu du grand public. Aujourd'hui, là, la parlementaire que je suis, donc pourquoi affaires culturelles et éducation? Parce que c'est quand même le budget donc, de la recherche qui finance le CNES. Là, très peu, si vous n'êtes pas membre de la commission des affaires culturelles et d'éducation, vous ne connaissez pas le CNES et vous ne connaissez pas son action. Et d'ailleurs, Pierre-José, vous l'avez plusieurs fois répété au moment de ces assises, en France, même pas, vous disiez 5%, mais je suis sûr que même pas 5% des Français connaissent le CNES, là où 80% des Américains connaissent la NASA. Donc on voit bien, vous parliez d'acculturation, il y a non seulement l'acculturation en effet des politiques, mais aussi l'acculturation de tout à chacun, de l'utilisation de l'espace au quotidien. Et ça pour nous, en tant que politique, c'est extrêmement important, parce que si nous décidons que l'État, donc un gouvernement, mette de l'argent dans le domaine spatial, il faut une acceptation de la société. Il faut que les gens sachent pourquoi une partie de leur impôt va permettre de financer des lanceurs, des satellites, des choses comme ça. Ça, c'est fondamental, et particulièrement dans une société tendue. Et c'est le rôle du CNES. De faire connaître son action. C'est justement, c'est pas forcément le rôle du CNES. Le rôle du CNES est un opérateur, et il le fait très bien, c'est-à-dire qu'il va mettre des opérations en place justement pour financer, il va faire une ingénierie. Mais c'est pas lui qui fait la liaison avec le grand public. En tout cas, ça faisait pas partie de ses missions. Sur le financement, juste pour revenir sur le financement, parce que le sujet aussi est très important de l'évangélisation du grand public, dans le soutien aux politiques publiques. Mais sur le financement, on a un moment charnière, c'est-à-dire on commence à avoir de l'argent privé. Et la question de savoir, c'est est-ce que cette amorce-là, elle va déclencher la décision d'acteurs financiers privés pour venir abonder de manière plus massive des financements de croissance pour les belles space tech françaises qu'on a en France, et on en a beaucoup. Voilà. Donc on a un moment charnière de l'histoire. On va voir dans les 12 prochains mois, ou 18 prochains mois, est-ce qu'on fait la bascule, ou est-ce qu'au contraire, on reste un peu scotché, si vous m'excusez ce terme-là, on va dire sur les montants qu'on a, et qui vont bloquer le développement, et qui fera qu'on n'arrivera pas à sortir des licornes spatiales. C'était un objectif du président de la République, sortir, je le dis sans licorne, je le reprends, et on discute parfois sur le mot licorne, c'est franchement un débat sans intérêt, mais d'avoir des entreprises qui vont devenir des acteurs internationaux, mondiaux français, qui vont tirer la technologie, qui vont permettre à des Français qui vont à l'école, qui vont dans les écoles d'ingénieurs, de pouvoir trouver un débouché dans des entreprises françaises
française nouvelle du spatial. Donc l'enjeu, il est considérable. Voilà, on a un moment de bascule, voilà, et nous, on le regarde très très précisément. On en a parlé, Nicolas Dufour, qui était intervenant, il a dit, moi, je mets de l'argent public, mais j'ai besoin d'une contrepartie privée. Si elle n'est pas là, eh ben, on ne peut pas faire les tours de table. Voilà, donc ça, c'est le grand enjeu. Il faut que aussi les grandes familles françaises, on en a beaucoup parlé, ce qu'on appelle les family office, c'est-à-dire que les familles françaises qui ont des gros patrimoines mettent de l'argent, prennent des risques dans le futur spatial français. Voilà, ça, c'est un enjeu. Vous reviendrez sur ce plateau pour faire le point sur cette bascule, si elle aura lieu ou pas, on l'espère, pour le secteur spatial français. Merci Pierre-José Billotte, merci Cécile Rilhac d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais à la rentrée pour suivre de nouveau l'actualité du secteur spatial ensemble sur Bismart. Bon week-end.